Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. J'avais pas l'intention de le faire à la base, mais vu que tout le monde me casse les couilles avec ça, j'ai fini par céder et j'ai adressé une réponse à Tatiana Ventose par rapport à son opinion sur l'UPR. Alors, tout d'abord, pourquoi j'avais pas l'intention de répondre au départ? Il y a deux raisons à ça. Déjà, quand elle a publié cette vidéo, j'étais en train de bosser sur la précédente, sur la domestication. Et en plus de ça, j'attendais mes résultats d'examen pour savoir si j'allais devoir me taper des rattrapages ou non, donc j'avais pas spécialement la tête à ça. Mais bon, la vidéo en question est publiée. En passant, merci à tous pour vos retours chaleureux qui m'ont fait super plaisir. Et j'ai eu mes résultats d'examen. D'ailleurs, il se trouve que j'ai tout déboîté. Merci pour les applaudissements. Deuxièmement, dans cette vidéo, Tatiana donne son opinion, rien de plus. Et d'ailleurs, elle le fait avec une honnêteté qui mérite d'être soulignée. Et du coup, j'étais pas convaincu de l'intérêt de lui répondre parce que si sa vidéo consistait à dire voilà ce que vous devez penser du PR, c'est clair que ça aurait justifié une réponse. Mais son propos n'a pas du tout cette prétention. Elle dit voilà comment je pense, à vous de vous faire votre opinion. Et là-dessus, j'ai pas grand chose à redire, elle a parfaitement le droit de le faire, même si je partage pas complètement son opinion. Mais comme tout le monde a insisté, j'ai fini par revenir là-dessus, et rétrospectivement, j'ai aussi deux intérêts à lui répondre. Déjà, je trouve qu'elle est vraiment super belle, et que pour une simple femme, elle s'y connaît quand même assez bien en politique. Non, je déconne, ça c'est juste pour faire un bad buzz auprès des féministes Twitter. Bon, blague à part, j'ai énormément de respect pour ce qu'elle fait, et même, osons le dire, une certaine admiration. Je vais pas m'attarder sur les exemples, mais ça fait un bon moment que je suis ses vidéos, et il y a un paquet de fois où elle m'a vraiment surpris par sa qualité d'analyse, notamment sur le sujet de l'écologie, où elle a parfaitement saisi les problèmes que pose la divergence des luttes et les positions de type déontologiste ou révolutionnaire. Sachant qu'elle a, à ma connaissance, aucune qualification spécifique en philosophie et que ce terrain-là est un vrai champ de mine, c'est très commun que des vidéastes qui abordent ces sujets tombent sans s'en rendre compte dans des erreurs qui faussent parfois tout leur raisonnement. Donc parvenir à ce niveau de cohérence-là sans passer par des années d'études et d'analyse philosophique, c'est quand même un sacré tour de force et ça montre qu'elle a une excellente capacité naturelle à cerner les bonnes problématiques, même sur des sujets pourtant très casse-gueule. Donc lui adresser une réponse, c'était aussi une occasion que j'attendais depuis longtemps pour lui envoyer un POC et la féliciter pour la qualité de son travail, c'est maintenant chose faite et j'en suis très content. Ensuite, et pour revenir au sujet de cette vidéo, dans ce qu'elle dit sur l'UPR, il y a un point avec lequel je suis pas d'accord et qui, je pense, relève d'une information insuffisante de sa part. Alors, en fait, c'est soit ça, soit de la malhonnêteté pure et simple. Mais franchement, depuis le temps que je la suis, j'estime en avoir assez vu pour exclure d'office la piste de la malhonnêteté. Tatiana, c'est quelqu'un dont j'ai aucun doute sur l'honnêteté et l'intégrité, et donc je vais partir de l'hypothèse que lorsqu'elle dit que le programme du PR est trop vide au-delà du Frexit, c'est simplement qu'elle a loupé un point fondamental du programme, à savoir le rétablissement de la démocratie, et donc je vais expliquer en quoi je considère que sa critique n'est pas légitime si on le prend en compte. Alors passons directement à la propagande pro-UPR bien grasse, avouez que ça vous avait manqué. Si vous êtes déjà membre de la secte, c'est le bon moment pour entamer votre chaton vivant, comme ça vous aurez votre apport quotidien en vitamine B12 et en complotisme. Et on va naturellement commencer par écouter ce qu'elle dit au sujet de l'UPR. On m'a suggéré notamment l'UPR. Je vais essayer de résumer assez rapidement ma position par rapport à l'UPR. J'apprécie la démarche, vraiment. Je trouve que Asselineau a vraiment essayé d'amener quelque chose de nouveau dans la manière de faire de la politique. Par contre, il y a un truc qui me gêne profondément dans l'UPR, c'est qu'une fois qu'on a utilisé l'article 50 et qu'on est sorti de l'UE, il se passe quoi? Et cette absence de perspective me fait me dire que il n'y a peut-être pas trop d'idées de ce qu'on va faire et que du coup, j'ai peut-être pas forcément envie de lui confier les clés du pays. Après, je suis d'accord avec l'analyse de Asselineau et des militants de l'UPR sur le fait que l'Union européenne est un véritable problème, nous bloque sur énormément de décisions, que c'est dans la feuille de route, enfin je le dis régulièrement dans les vidéos quand ça vient de là, mais que dans la feuille de route de la Commission européenne, qui est une instance non élue, ce qui est encore plus grave, il y a tout un tas de mesures sur la réduction des déficits publics et de la dette publique, il y a tout un tas de mesures qui sont préconisées, voire quasi obligatoire, même obligatoire, on va le dire franchement, sur la privatisation de tout un tas de nos services au public, etc. J'ai juste une remarque par rapport à ça, corrigez-moi si je me trompe, mais si on sortait de l'UE, avec les mêmes dirigeants, en fait, ils feraient la même chose. Le problème, c'est pas juste l'Union européenne. Le problème, c'est que l'idéologie dans laquelle est l'Union européenne, qui nous fait faire tout un tas de trucs qui vont à l'encontre des intérêts de la France, cette idéologie-là, elle est partagée, elle est promue par nos dirigeants qui en sont complices. Si on sortait de l'Union européenne demain, mettons, Emmanuel Macron continuerait à nous imposer exactement les mêmes politiques. Et je vais vous prendre l'exemple de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni post-Brexit. Ils n'ont pas récupéré leurs services publics, ils n'ont pas récupéré leur sécurité sociale,
C'était déjà tellement la merde avant que pour beaucoup de gens, en fait, l'UE en Grande-Bretagne représentait limite une protection par rapport à l'acharnement des dirigeants conservateurs britanniques contre le quotidien des gens du réel, le taux de chômage qui crève le plafond, les gens qui meurent faute de médicaments, les gens qui sont renvoyés au boulot alors qu'ils ont des problèmes cardiaques, à qui on fait soulever des poids lourds, etc. Enfin, tout un tas de choses que la sortie de l'Union européenne ne va même pas régler. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'effectivement l'Union européenne est un problème. Par contre, ce qui est aussi un problème, c'est nos dirigeants et la politique qu'ils mènent. Ils sont complices de l'UE. Ils sont complices d'une idéologie destructrice pour les intérêts des différentes nations qui composent l'Union européenne, au même titre que la Commission européenne, au même titre que l'UE. D'ailleurs, beaucoup ont même contribué à la construire telle qu'elle est, cette Union européenne. Alors, on a 3 idées importantes dans ce passage qui sont, premièrement, après l'article 50, il n'y aurait rien, à part quelques idées de réforme indispensables qu'elle concède, mais je sais pas trop pourquoi, elle se limite au volet socio-économique et j'ai l'impression qu'elle est complètement passée à côté du volet démocratique qui est pourtant fondamental et répond justement à sa critique. Donc on va en reparler. Deuxièmement, si on sort de l'UE mais qu'on garde les mêmes dirigeants, on change rien, donc c'est pas suffisant. Évidemment qu'elle a raison, mais justement ça a jamais été le propos du PR de dire que sortir de l'UE en soi suffirait à tout résoudre. Le Frexit, c'est ce qui permet de reprendre les rênes du pays, mais bien sûr que si on continue de galoper dans la même direction, c'est clair qu'on changera rien, donc ça aussi on va en reparler. Et troisièmement, elle prend l'exemple du Royaume-Uni pour montrer que le Brexit n'est sûrement pas une solution miracle, puisque les Britanniques continuent de mener une politique très libérale. Alors ça, je vais y répondre tout de suite, comme ça ce sera fait. C'est pas du tout un bon exemple, Tatiana, pour 2 raisons. Premièrement, l'Angleterre, c'est un pays de tradition libérale. On pourrait même défendre qu'ils en sont les principaux fondateurs après la guerre civile du XVIIe siècle et ses grandes influences philosophiques qui ont suivi, comme John Locke, David Hume, Adam Smith, Jeremy Bentham ou encore John Stuart Mill. Bon, je vais pas digresser sur un cours d'histoire, surtout que c'est pas mon champ de compétences, mais bon, ça n'a rien d'étonnant que l'Angleterre reste très libérale après le Brexit. C'est tout simplement une composante culturelle très importante des Anglais. Ce qui importe ici, c'est que le Brexit leur redonne les rênes de leur politique, donc en sortant de l'UE, ils récupèrent la capacité de changer les choses qu'ils veulent changer. Il se trouve que du point de vue du libéralisme, ils comptent visiblement pas changer grand chose en profondeur. Alors on pourrait débattre ad nauseam pour savoir si ça reflète bien l'opinion du peuple britannique ou pas, mais ça c'est une question qui regarde les Britanniques, pas les Français. Je pense pas qu'on soit légitime en tant que Français à affirmer que les Anglais veulent une politique moins libérale, et même si je partage pas un paquet de positions dans la politique des Anglais, si c'est ce dont veulent les Anglais, moi je considère que j'ai pas à leur faire la leçon comme quoi ils devraient vouloir autre chose. En bref, si les Anglais veulent d'une politique libérale, ça les regarde. Moi ce qui m'importe c'est qu'ils aient bien la politique qu'ils veulent, mais aussi que s'ils changent d'avis, ils ont la souveraineté nécessaire pour en changer. Et c'est en ça que le Brexit est pertinent, ça permet de rétablir la souveraineté du pays qui est une condition à l'exercice de la démocratie. Mais sortir de l'UE n'a pas en soi vocation à s'opposer au libéralisme ou au néolibéralisme. C'est une condition sine qua non pour pouvoir s'y opposer, si c'est ce qu'on veut. En l'occurrence, ça a pas l'air d'être la priorité des Anglais, mais ça c'est pas une surprise, les Anglais sont libéraux de longue date et ça risque pas de changer d'un coup. Et deuxièmement, je pense que c'est beaucoup trop prématuré de tirer des conclusions de type « l'Angleterre reste libérale malgré le Brexit ». L'article 50 a été saisi il y a à peine un an, il faut patienter encore un an de plus avant qu'il soit juridiquement effectif. Alors, certes, il commence déjà à y avoir des effets et on peut chercher à deviner une tendance. Mais là, on parle de géopolitique de grande échelle, on est au tout début d'un processus, pas à la fin. On peut que spéculer sur comment ça va évoluer dans le temps. Donc il y a bien une tendance qui indique que l'Angleterre restera très libérale, bon, ça encore une fois, c'est pas une surprise du tout, mais aussi d'autres événements qui montrent qu'il y a des questions qui se posent sur la limite du libéralisme, notamment sur le réseau ferroviaire qui avait été privatisé il y a 20 ans et sur quoi ils sont visiblement en train de faire un demi-tour complet qui sent la renationalisation complète à terme. Donc je dis évidemment pas que Tatiana a tort et qu'on va bien voir que l'Angleterre va devenir marxiste grâce au Brexit. Mais je pense qu'en l'état, il faut simplement observer comment les choses évoluent et se garder de tirer des conclusions aussi tranchées. À mon avis, la tendance de long terme qui va se déclarer, ça devrait être que l'Angleterre restera très libérale, parce que c'est un truc bien enraciné dans leur vision de la société, mais pas au-delà de tout bon sens non plus. Contrairement à ce qu'impliquait son appartenance à l'UE, dans le cadre de laquelle, quand un truc privatisé marche pas, on nous explique que c'est parce qu'il n'est pas encore assez privatisé. Donc l'exemple de l'Angleterre est mal choisi, je pense, mais ça invalide pas forcément sa critique. Et ce qui nous intéresse ici, c'est bien sûr les 2 autres points, à savoir que l'UPR ne proposerait pas grand-chose au-delà du Frexit, et que si on sort de l'UE mais qu'on change pas de dirigeant, on changera finalement rien. Bon, déjà je vais souligner une chose, c'est l'honnêteté avec laquelle elle parle de l'UPR. Dès le début, elle concède qu'elle respecte et apprécie la démarche, la qualité des analyses et les arguments de l'UPR. Et ça, c'est déjà pas commun parmi les critiques qui nous sont généralement adressées. Perso, je deviens un peu blasé de voir des gens chercher tous les moyens de dire qu'on a toujours tort sur tout pour justifier le fait qu'ils votent pas UPR pour des raisons en fait bien moins rationnelles que ce qu'ils prétendent.
Donc ça déjà c'est une nouvelle preuve d'honnêteté et d'intégrité de sa part que j'apprécie et je l'en félicite. Parce que je vais citer personne, hein, mais disons qu'il y en a d'autres qui cherchent toutes les excuses du monde pour nous coller des étiquettes comme rouge-brun, bonapartiste, complotiste, nationaliste, etc., etc., et qui sont tellement à vif à propos du PR qu'il suffit littéralement que je leur dise juste je t'aime sur Twitter pour me faire instantanément bloquer. Mais j'y digresse. Le fait est que j'apprécie son honnêteté, qui démontre en passant qu'on n'a pas besoin d'être de mauvaise foi et s'inventer des excuses pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'UPR. On peut très bien concéder qu'il y a des critiques valides et pertinentes, tout en soutenant que ça suffit pas à nous convaincre, ou qu'on serait pas d'accord avec d'autres points. Surtout que concernant le FN ou la FI dont elle parle dans la première moitié de la vidéo, elle y va clairement pas avec le dos de la cuillère, et d'ailleurs je partage totalement son analyse sur ces deux partis. Donc il y a quand même un grand fossé entre le combo qu'elle place au parti qu'elle appelle d'opposition et ce qu'elle dit sur l'UPR. D'un côté, elle donne des arguments qui démontrent en quoi ces partis d'opposition ne peuvent pas être une solution, en tout cas pas en l'état actuel des choses, et même dans une certaine mesure qui contribue au problème. De l'autre, elle dit rien d'autre sur l'UPR que, en résumé, c'est intéressant mais c'est pas suffisant pour me convaincre. Donc vu le contraste, personnellement je trouve ça plus proche de l'éloge que de la critique et je risque pas de m'en plaindre. Mais du coup on va s'attarder sur la raison qu'elle donne pour expliquer qu'elle n'est pas convaincue pour autant, et là je dois avouer que je suis resté un petit peu perplexe. Parce que le problème de l'UPR est quand même très loin de se limiter à dire Frexit et après on verra bien. Donc j'ai pas bien compris par quel raisonnement elle est arrivée à l'opinion qu'elle présente ici. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'elle avait simplement pas lu le programme, mais en la réécoutant, je vois qu'elle parle de réformes sociales et économiques proposées qu'elle juge évidentes, ce qui laisse penser qu'elle a quand même approfondi ce que l'UPR propose. Et du coup, comme je le disais, je comprends pas bien pourquoi elle ne parle pas du volet démocratique et qui répond pourtant à l'objection qu'elle présente ici. Donc il y a deux possibilités, soit elle a loupé un point important de ce que propose l'UPR, soit elle en a connaissance, mais ça suffit pas à la convaincre. Dans les deux cas, je pense que la meilleure réponse, c'est de résumer le point en question et de voir ce qu'elle peut avoir à en dire. Parce que le problème du PR a parfaitement réfléchi à cette question du « on fait quoi après ?» Bon, certes, il prend pas position sur les sujets divisants, parce que comme le dit Asselineau, l'objectif de l'UPR, c'est pas de dire « on reprend les rênes et ensuite on va à gauche ou à droite », c'est de dire « on laisse provisoirement de côté nos divisions entre gauche et droite pour reprendre les rênes de notre politique », et une fois qu'on les a, on laisse les Français décider eux-mêmes démocratiquement de si on va à gauche ou à droite. C'est ça la clé de voûte qui contredit son objection, le rétablissement de la démocratie. Et pour le coup, on peut pas me dire que ce serait une parade que je sors pour lui répondre, parce que c'est tellement central à ce que propose l'UPR que c'est carrément la maxime du parti, l'union du peuple pour rétablir la démocratie. Donc l'objectif, c'est sûrement pas de sortir de l'UE puis laisser faire les mêmes politiques que ceux qu'on scoltine actuellement. Le plan, c'est justement qu'on sorte de l'UE, et grâce à ça, mais pas seulement, on rende aux Français les rênes du pays. Donc dans le programme du PR, il y a un truc fondamental qui change entre l'avant et l'après-Frexit, c'est qu'après on a surtout, nous le peuple, les moyens institutionnels de décider des solutions qu'on applique et surtout de les prendre le plus rationnellement possible. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil de sortir des punchlines comme rétablir la démocratie, mais en l'absence de propositions concrètes, ça veut dire tout et son contraire. Et c'est sûr que si par exemple on parlait de rétablir la démocratie au sens où une fois Asselineau élu, il sera gentil et contrairement aux méchants, il va écouter et respecter ce que veut le peuple parce que c'est lui gentil et il va nous sauver des méchants, on est bien d'accord que ça c'est pas un programme politique, c'est une déclaration de bonnes intentions. Mais absolument rien empêcherait Asselineau, une fois élu, de faire exactement pareil que Macron par exemple. Comme ça a d'ailleurs été le cas avec Hollande, pour citer que lui, qui nous a casé des mon ennemi c'est la finance pendant les élections, avant de nommer un banquier jeune et dynamique comme ministre de l'économie, aussitôt élu, et se torcher allègrement le cul avec toutes ses promesses électorales. Mais justement, des engagements concrets sur ce point, dans le programme de l'UPR, il y en a quand même un bon gros paquet. C'est pour ça que je suis perplexe sur sa critique. J'ai un peu l'impression qu'on n'a pas lu le même programme, ou alors qu'elle l'a pas lu en entier. Parce que ça a fait l'objet d'une réflexion remarquablement bien approfondie, et c'est d'ailleurs la première raison qui m'a fait adhérer au parti. En passant, je rappelle que je suis adhérent depuis 2014, donc quand je dis ça, je parle des engagements que j'avais lus dans son programme de 2012, comme quoi c'est pas nouveau. Alors c'est quoi ces mesures exactement? Eh ben on va les voir ensemble, et vous allez voir qu'elles répondent très bien à l'objection de Tatiana. Déjà, il y a l'idée de remettre la légitimité démocratique au centre de la République, avec par exemple la suppression de l'article 89 de la Constitution, qu'on appelle communément la procédure du Congrès, qui permet de modifier la Constitution sans consulter le peuple. Ça fait qu'aucun élu ne pourra toucher à la Constitution sans l'approbation explicite de la majorité. Mais aussi la transformation du Conseil constitutionnel en cour juridique constitutionnelle. Ça s'accompagne d'une réforme de la Constitution de grande ampleur proposée au programme. Pour les détails, je vous renvoie au programme lui-même. Et ça fait en sorte qu'une fois le programme de l'UPR appliqué, un paquet de principes garantis constitutionnellement, par exemple le principe de retraite par répartition ou l'interdiction de délégation de souveraineté non limitée dans l'objet et dans le temps, seront considérés comme gravés dans le marbre de la Constitution. Aucun élu ne pourra les abroger à l'avenir, sauf en passant par un référendum. Ça offre quand même déjà une garantie très solide du respect de la démocratie pour le plus fondamental. Donc même avec Macron qui reviendrait au pouvoir ensuite, il pourrait déjà plus faire ce qu'il veut comme il veut. Mais on va probablement me dire, ok c'est bien, sauf que l'opinion ça se manipule, et justement Macron a été élu démocratiquement, en tout cas plus ou moins. Donc ça garantit absolument pas que les choses changent vraiment.
C'est vrai, mais c'est évidemment un point qui a été pensé dans le programme aussi, notamment en reconnaissant le pouvoir médiatique comme quatrième pouvoir indépendant au travers de diverses mesures très concrètes elles aussi, comme l'obligation de publicité de financement des médias afin que les éventuels conflits d'intérêts puissent se voir, l'interdiction de prise de contrôle des médias par des puissances économiques ou étrangères, pour éviter la situation actuelle où une minorité d'ultra-riches possède tous les grands médias, convenir d'un code de déontologie du journalisme, ou simplement intégrer au droit la charte de Munich. Ça permet de rendre aux médias leur rôle noble de devoir d'information et contrer sa dérive actuelle vers le divertissement dans une logique de rentabilité. Renationaliser TF1, l'AFP et TDF pour garantir qu'il existe des médias et des chaînes de télévision qui jouent un rôle éducatif et informatif avec des programmes de qualité. Et bien sûr, on ne renationalise pas ou n'interdit pas de diffusion les chaînes privées qui existent. Donc contrairement à ce que disent certains, c'est pas parce qu'on renationalise 2-3 trucs que c'est l'URSS. France Télévisions est déjà un service public, il me semble pas qu'ils diffusent de la propagande étatique à longueur de journée, donc faut arrêter de dire n'importe quoi là-dessus. Mais aussi transformer le Conseil supérieur de l'audiovisuel en Cour supérieure de l'audiovisuel, de la même manière que pour le Conseil constitutionnel. Ça vise à éviter tout conflit d'intérêts et de le soumettre au passage au contrôle démocratique. Mais aussi assurer la diversité des opinions dans la presse, afin d'éviter un effet de convergence idéologique comme actuellement, où on entend toujours le même son de cloche. Là, pour chaque problématique de société abordée, il y aura obligation de laisser des points de vue contradictoires se faire entendre. Bref, un bon nombre de mesures vraiment concrètes qui visent à garantir que les citoyens disposent d'une information diversifiée et de la plus grande qualité possible, car c'est le seul moyen de faire un choix éclairé, donc de permettre un bon fonctionnement de la démocratie. À mon avis, les Macron et assimilés auront déjà bien plus de mal à convaincre une majorité dans cet environnement médiatique-là. Là, j'espère qu'on sera d'accord que ça commence déjà à impacter pas mal qui on choisira pour nous représenter et sur quels critères. Donc ça évite déjà assez bien de se retrouver avec toujours les mêmes politiques au pouvoir, surtout que même si c'est le cas, ils pourront de toute façon plus faire exactement ce qu'ils veulent sans passer par le référendum. Mais on pourrait éventuellement dire que c'est toujours pas suffisant parce qu'il y a aussi le problème de la partisanerie qui se pose. Qu'on le veuille ou non, les électeurs votent davantage pour une étiquette que pour un candidat. Et on se retrouve actuellement avec quelques grands partis qui monopolisent la scène politique, si bien que les électeurs votent majoritairement utiles et non plus par conviction, résultat, on patauge toujours dans un statu quo. Mais bien sûr, là aussi, le programme apporte des réponses claires. Déjà, il y a l'interdiction de financement des activités politiques par des prêts bancaires ou privés, qui visent à faire en sorte que le résultat du scrutin ne se détermine pas à qui a le plus gros budget de campagne. Mais aussi une réforme profonde du financement des partis politiques, avec une distribution strictement proportionnelle des financements publics alloués aux activités politiques, qui sera octroyée dès la première voie et à stricte proportion du score en suffrage inscrit. C'est-à-dire qu'un parti qui aura par exemple recueilli 457 000 voix aux dernières élections, soit 1% des électeurs inscrits, touchera exactement 1% du budget de financement. Si l'année d'après il fait 914 000 voix, il touchera 2%, mais s'il tombe à 228 500 voix, il touchera 0,5%. Et ce, dès la première voie, donc il n'y aura pas besoin d'être pote avec tous les oligarques du pays pour lancer un parti sans risquer la banqueroute. Ça a une conséquence importante, parce que actuellement, si on vote blanc ou qu'on s'abstient, comme c'est d'ailleurs le cas de Tatiana, et en termes de financement alloué, ça revient à soutenir tous les partis éligibles au financement sur les conditions actuelles, c'est-à-dire avoir 50 candidats qui font plus de 1% aux législatives, à proportion égale de leur score en suffrage exprimé. Je prends un exemple simplifié, mettons qu'on a un budget de financement au parti politique d'1 million d'euros et un score électoral qui compte 50% d'abstention, blanc et nul. Si on distribue le budget sur la base des suffrages exprimés, on va voir le candidat A qui a fait 10% qui va toucher 100 000 euros, le candidat B qui a fait 30% qui va toucher 300 000 euros, et le candidat C qui a fait 60% qui va toucher 600 000 euros. Alors que si on le distribue en suffrage inscrit, le candidat A a fait 5% et touche 50 000 euros, le candidat B a fait 15% et touche 150 000 euros, et le candidat C a fait 30% et touche 300 000 euros. Les 500 000 euros restants au budget ne sont tout simplement pas distribués parce qu'on considère alors que les abstentions blancs et nuls ne soutiennent aucun des trois partis. En passant, si on ajoute un candidat D qui a fait 0,1%, dans la configuration actuelle, il touchera 0 € parce qu'il n'a pas atteint le quota minimum, mais dans la version que propose l'UPR, il touchera 0,1% du budget, soit 10 000 euros, ce qui permet déjà de démarrer une activité politique naissante. Mais c'est pas tout, parce que ça s'accompagne aussi de l'obligation de médiatisation des partis, elle aussi strictement proportionnelle et sur la base des électeurs inscrits. Avec cette fois un seuil minimum, parce que c'est évident qu'un nouveau parti aura forcément 0 électeur, mais doit pouvoir se faire entendre quand même. Bien sûr, ça s'articulera avec la réforme du CSA dont je parlais plus tôt, qui aura alors pour rôle de faire respecter cette proportionnalité de la médiatisation. Ça fait que par exemple, un parti qui aura entre 0 et 228 500 électeurs aura droit à 0,5% du temps de parole, un parti qui a 457 000 électeurs aura droit à 1%, etc., etc. Et bien sûr, si d'un scrutin à l'autre, le nombre d'électeurs baisse ou augmente, la médiatisation baisse ou augmente en proportion. Ce qui évite d'avoir des gens qui représentent à peine 10% des électeurs inscrits, monopoliser 30% du temps de parole d'antenne,
Ou encore voir apparaître un banquier jeune et dynamique qui a soudainement droit à 30% du temps de parole à un an des élections, alors qu'il a encore 0% des électeurs recensés. Ça a pour effet de supprimer des incentives au vote utile et de créer des incentives au vote de conviction. Même si on sait que le parti pour lequel on vote n'a aucune chance de passer le scrutin, on sait aussi que chaque voix qui lui est octroyée contribuera d'une part à lui donner plus de moyens financiers, et d'autre part à lui donner plus de visibilité médiatique, donc contribue très directement à son développement. A mon avis, ça fera une très grosse différence sur la manière dont les électeurs vont voter. J'espère qu'à ce stade, on est déjà d'accord que le programme de l'UPR est loin de se contenter de dire « on sort de l'UE et après on verra », et qu'il s'agit bien de dire qu'on sort de l'UE et on rend aux Français les moyens de décider eux-mêmes du changement qu'ils veulent. Il s'agit donc pas de sortir de l'UE et ne rien changer à la situation politique interne. Il y a un changement profond du rapport à la politique qui est mis en œuvre. Mais il reste aussi pas mal de biais dans le mode de scrutin lui-même, et on pourrait débattre de savoir si les élections elles-mêmes permettent de garantir le respect de la volonté du peuple. Alors c'est une vaste question, et bien sûr le Bureau national a réfléchi à des alternatives comme le scrutin préférentiel. Mais c'est des propositions dont tout le monde n'est pas convaincu, et donc ça diviserait les gens. Alors que l'objectif de l'UPR, c'est justement de rassembler les Français de tous bords. Ce qui va d'ailleurs dans le sens de ce que disait justement Tatiana dans sa vidéo, à savoir que les partis d'opposition doivent s'adresser à tous les Français et pas juste à un électorat. C'est pourquoi l'UPR préfère laisser ce choix à un éventuel référendum après l'application de son programme, plutôt que le proposer directement au programme et s'adresser qu'à ceux qui seraient partisans de cette réforme. Personnellement, je trouve que le scrutin préférentiel, c'est vraiment très intéressant et j'aimerais clairement qu'il soit au moins expérimenté. Ça fait partie des trucs que je défendrai sûrement après l'application du programme. Mais l'UPR n'est pas en reste sur cette question pour autant, puisqu'elle propose déjà un grand nombre de mesures très concrètes pour améliorer l'expression démocratique lors des scrutins et garantir la représentativité des élus. L'idée centrale, c'est qu'être élu est une fonction et une responsabilité, pas une sorte de titre de noblesse qui ouvrirait des privilèges. Et ça sera poursuivi notamment par l'interdiction du cumul des mandats, sauf pour les mandats très locaux où ça mène pas à des abus et c'est souvent nécessaire, l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour se présenter à un suffrage et l'inéligibilité à vie des élus condamnés, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ? L'imposition d'un quorum de 60% à l'Assemblée nationale, parce que ça va bien 2 minutes les lois qui sont votées à 4h du matin par 15 députés sur 577, donc aucune loi ne pourra être votée en dessous de 60% de présence. Et le meilleur pour la fin, la pleine reconnaissance du vote blanc avec fonction révocatoire, c'est-à-dire que non seulement le vote blanc devient un vote à part entière, pas juste un vote poubelle qui est encore plus inutile que l'abstention parce que ça fait monter la participation, mais en plus il peut avoir un effet réel sur l'issue du scrutin. S'il obtient la majorité, ça signifiera que les électeurs rejettent tous les candidats. Les élections seront alors reportées et aucun des candidats en liste lors des dernières élections ne pourra se représenter. Du coup, on sera d'accord que ça a quand même des répercussions autres que symboliques. Mais on pourrait encore me dire, et je vais terminer là-dessus, que tout ça c'est pas mal, mais ça garantit toujours pas des abus et détournements qu'on n'aurait pas anticipés. Et évidemment qu'on peut pas tout prévoir, donc il y a sans doute des failles qui ont échappé au Bureau national de l'UPR et qu'on découvrira seulement après. En revanche, on peut prévoir qu'on n'a pas tout prévu, et c'est précisément ce qui est fait. Là-dessus, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que le programme propose quand même le référendum d'initiative populaire, qui sera évidemment protégé constitutionnellement et qui aura un pouvoir contraignant. Bon, je vais sûrement prêcher des convaincus là, mais au cas où quelqu'un serait arrivé ici en s'étant perdu sur YouTube, c'est tout simplement ce qui existe déjà en Suisse. Ça veut dire que si vous, citoyen lambda, vous avez une idée de réforme ou que vous êtes contre une réforme que le gouvernement essaye d'imposer, il paraît que c'est des choses qui arrivent. Limite, vous avez même plus besoin de faire grève ou de manifester, même si bien sûr ça ne justifie pas d'abroger ces droits-là. Vous pouvez simplement faire circuler une pétition. Si vous parvenez à recueillir par exemple 1% de l'électorat, soit à la louche 500 000 signatures à l'échelle nationale, sachant que la pétition contre la réforme du Code du travail en 2016 avait recueilli 1 350 000 signatures, donc c'est tout à fait faisable, et bien vous avez obtenu qu'on tienne un débat public sur la question, avec une stricte représentation médiatique de toutes les opinions, et qui se soldera par un référendum dont l'issue devrait être constitutionnellement respectée. Peu importe si le gouvernement en place est d'accord ou non. Si ça lui convient pas, il peut toujours démissionner, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Par ailleurs, ça pourrait être un vote à choix multiples, pas juste une question en oui ou non. Il pourrait y avoir des oui mais ou des non mais. Et bien sûr, le vote blanc, il sera également reconnu pleinement et rendra possible la révocation du référendum. Voilà, je pourrais continuer longtemps et ajouter tout un tas d'arguments qui vont dans le même sens, mais je pense que c'est déjà assez clair en l'état. Non, le problème de l'UPR ne se résume pas à on sort de l'UE et après on verra bien. Il s'agit de redonner au peuple, par des mesures on ne peut plus concrètes, le pouvoir de décider lui-même de ce qu'on fait après. Après l'application de ce programme, on aura non seulement récupéré notre souveraineté en sortant de l'UE, mais aussi et surtout obtenu des outils qui garantissent solidement le respect de la démocratie par les institutions gouvernementales, même dans l'hypothèse où on élirait un type qui aspirait carrément à instaurer une dictature. Alors peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin et que vous trouvez qu'il manque X ou Y propositions, mais gardez en tête 3 choses. Déjà, j'ai fait un résumé très rapide du programme, il y a bien d'autres propositions dedans que celles que je présente là.
Ensuite, l'objectif principal, c'est d'y proposer les plus grands dénominateurs communs à tous les électeurs, justement afin de s'adresser à tout le monde et non pas juste à un électorat. Donc une idée comme le tirage au sort par exemple, on pourrait argumenter qu'elle est plus démocratique que cet ensemble de réformes-là, mais il reste qu'elle éloignerait des électeurs qui ne la défendent pas, et ils sont nombreux actuellement. Donc elle n'a pas actuellement sa place au programme, mais par contre elle pourrait être facilement débattue ensuite grâce aux outils qui sont mis en place. Et pour finir là-dessus, si jamais vous avez en tête une réforme importante qui mettrait d'accord les électeurs de tous les bords mais qui ne figure pas encore au programme, eh ben il ne faut pas hésiter à la proposer au bureau national. Si effectivement elle fait consensus, elle y aura parfaitement sa place et toute proposition compatible avec l'exigence de rassembler tout le monde est clairement la bienvenue. Pour conclure, je vais m'adresser directement à Tatiana. Comme j'ai dit, au terme de cette vidéo, il y a deux cas de figure possibles. Soit tu y as trouvé des nouvelles informations ou explications qui t'avaient échappé, auquel cas j'espère que tu prendras le temps d'y réfléchir et ça m'intéresse de savoir si tu as révisé ton opinion suite à ça. Bien sûr, c'est ton opinion, donc tu la partages seulement si tu veux le faire, mais j'espère au moins t'avoir convaincu que le programme de l'UPR est loin de se limiter au Frexit. La sortie de l'UE y est centrale parce que c'est la condition de la mise en œuvre de tout le reste, mais l'objectif premier du programme, c'est bien de rétablir la démocratie. Et ça, c'est indiscutablement la clé d'un changement réel dans la politique française. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Soit j'ai absolument rien dit que t'avais pas déjà entendu 100 fois ou à quoi t'avais pas déjà réfléchi, auquel cas ça veut dire que malgré ce que je viens d'expliquer, t'as d'autres raisons qui font que tu n'es pas convaincu par la proposition de l'UPR. Si c'est le cas, s'il te plaît, prends le temps de me répondre, sous la forme que tu préfères, hein, vidéo, commentaire, message privé, ça m'importe peu, parce que ça m'intéresse de savoir pourquoi. Aussi bien t'as des raisons auxquelles moi j'ai pas réfléchi, et si c'est le cas, j'aimerais vraiment les connaître, voire d'en discuter avec toi si tu le souhaites. A la base, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais sur Macron, comme quoi, en résumé, pendant que les partis d'opposition s'adressent uniquement à leurs électeurs, bah c'est Macron qui doute tout le bon stuff, et la situation ne fait que s'empirer au fil du temps. Mais c'était un peu long, donc je vais abréger. En bref, je suis d'accord avec toi, mais justement, je pense que la solution, c'est exactement ce que propose l'UPR. S'adresser à tout le monde en proposant de laisser provisoirement de côté nos divisions entre droite et gauche, pour se focaliser sur l'essentiel, à savoir la sortie de l'UE et le rétablissement de la démocratie. Après ça, on pourra revenir sur nos débats entre gauche et droite, avec non seulement la souveraineté qui rend ça pertinent, parce que si c'est pas la France qui décide de sa politique de toute façon, ça sert à pas grand chose de discuter de la politique qu'on fait en France, et surtout des outils institutionnels puissants qui permettent d'obtenir ce qu'on veut, même dans l'hypothèse où on aurait élu un gouvernement qui n'a pas l'intention de défendre nos intérêts. Là-dessus, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Tatiana, si t'as vu cette vidéo et que t'es encore là, déjà merci à toi et surtout bravo pour tout ce que tu fais. Encore une fois, sache que j'ai énormément de respect pour la qualité des réflexions que tu proposes, et qu'on soit d'accord ou pas avec l'UPR, ça change rien au fait que je continuerai de te suivre avec toujours autant de plaisir. Pour les autres, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, pouce bleu, partage, et surtout faire pleuvoir le blé sur Tipeee. Ouais, c'est surtout ça qui m'intéresse en fait. En plus, là, on arrive en été, et pour rappel, je ne touche pas à ma bourse d'études en juillet et août, donc dans les 2 mois qui suivent, la totalité de mon revenu mensuel, ce sera le montant que vous voyez sur Tipeee et pas un centime de plus. N'hésitez pas à le faire monter un peu, ça risque pas de me déranger. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, on verra bien sur quoi, mais en attendant, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.